vous n'êtes pas curieux, lisez autre chose. Mais si vous voulez vraiment connaître les coulisses de l'histoire, vous achetez ce livre. Alors, c'est un livre dans ce sens que, un livre qui se présente de la manière suivante. Il y a 7 chapitres de cartes et 7 chapitres de texte. Un sujet spécifique sur la construction européenne, sur les États-Unis, sur le monde musulman, les relations entre le monde musulman et le monde juif. Il y a aussi une super note de synthèse, si je puis dire, sur le Talmud, la Kabbale, la Gnose, et sur le judaïsme avant l'arrivée du Christ et le judaïsme après l'arrivée du Christ, et surtout son évolution de cette époque jusqu'à notre époque, et de montrer que ces événements du judaïsme et ces mutations de la Kabbale, il y en a 6, il y a 6 périodes de la Kabbale, selon Gershom Scholem, correspondent à des événements bien précis avec la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, le monde russe, le communisme, le bolchevisme, les Première et Deuxième Guerre mondiale, le sionisme évidemment, Vatican II. Et donc j'ai essayé d'expliquer qu'une tournure d'esprit des référents religieux, spirituels, avait une incidence politique. Et le livre, d'ailleurs, c'est Atlas, non pas de la mondialisation, qui est un fait matériel en fonction de l'évolution technique, mais Atlas du mondialisme. En cela, c'est le premier livre qui fait dans cette optique, de montrer une évolution de l'esprit en fonction de critères religieux, spirituels, et les répercussions politiques. Un exemple, parmi tous les annexes, on est à plus de 90, je présente une carte de la France, de la Révolution française, en damier, en carré. Et de montrer donc qu'il y a une politique d'uniformisation. L'homme est uniformisé, peu importe l'endroit où il se trouve géographiquement, c'est l'homme moderne, mais l'homme moderne au sens négatif du terme. Et de montrer que cet esprit de la Révolution a perduré avec l'Empire ottoman, avec ce qu'on appelle les jeunes Turcs, mais aussi avec le nazisme, car j'ai pu prouver que l'organisation administrative de l'Allemagne nazie correspond à l'esprit de la Révolution, avec la disparition des Länder au profit de Gauen, les départements, et de prolonger jusqu'à aujourd'hui avec la construction européenne, où les eurorégions sont les départements, c'est-à-dire des entités purement artificielles, qui sont donc ces eurorégions, les héritières des départements de la Révolution française, donc cet esprit d'uniformisation de l'homme nouveau, déraciné, nomade, se fondant dans un magma en faveur d'une gouvernance mondiale. Et donc j'ai essayé de présenter tout ça, et il y a, je peux le dire d'avance, des surprises et des éléments qui vont sûrement choquer. Par exemple, j'ai pu apporter la preuve que la bascule des États-Unis en 1917 du côté des Français et des Anglais est due à des accords conclus entre sionistes américains d'un côté et sionistes français et anglais de l'autre, aux dépens des sionistes allemands. Parce qu'il y avait des guerres internes. Là aussi, j'ai pu montrer les guerres internes au sein du monde juif, que ça soit, enfin, sur l'histoire de 2000 ans. C'est un travail, à mon avis, qui va surprendre plus d'un. Il y a presque 600 notes de bas de page pour véritablement, parce qu'il va de soi que pour affirmer certaines choses qui sont même délicates, il faut des preuves irréfutables. Mais même avec des preuves irréfutables, on a du mal à convaincre. Après tout, Jean de La Fontaine disait bien « L'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité ». Donc, mais bon, je m'adresse aux personnes curieuses, c'est-à-dire pas beaucoup de monde, mais grâce à Retour aux sources, je m'adresse à ces personnes-là. Et donc de montrer une évolution, construction européenne avec la régionalisation, la coopération transfrontalière, les fonds structurels, l'évolution ethnique du monde germanique du Moyen-Âge et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui, avec le rôle en particulier des Juifs au sein du traité de Versailles pour la protection des minorités. Et chose très intéressante, celui qui mène le bal, c'est Léo Motzkin, au sein donc de cette fédération juive en faveur de la protection des minorités en Europe. Mais Léo Motzkin, ce qu'on ne sait pas, c'était un des bras droits de Théodore Herzl. Donc on voit, il y a, en fait, c'est un immense puzzle. Apparemment, quand on étudie chaque morceau de puzzle, ça semble, j'allais dire, un élément épars, mais en fait, ça rentre dans une très vaste construction,
à la fois d'ordre politique et spirituel, pour aboutir à la finalité suprême qui est que le peuple juif est le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique monothéiste et le reste de l'humanité non juive dans le cadre des lois noachides, et les peuples non juifs, les gentils comme ils disent, se trouvant au seuil du temple, en simple prosélyte de la porte. C'est la construction, et donc on y va. Et la Révolution française a été une étape dans cette histoire, et en particulier je m'appuie sur les propos de ce révolutionnaire français qui s'appelait Anarkazis Klotz, qui a écrit donc La République universelle, livre qui est disponible sur le site Gallica, entièrement scanné, et qui montre bien que l'objectif de la Révolution française n'est pas simplement une finalité, mais une étape vers, on ne dit pas la gouvernance mondiale, mais la République universelle, avec, comme il dit lui-même, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, et l'Afrique, formant un immense monde unifié, un peuple unique, comme il l'écrit lui-même, en lettres capitales, et désigné sous le terme ésotérique de Philadelphie. Et tout ça en lien avec les capitalistes hébreux. Alors évidemment, par souci du détail et du devoir, j'ai recopié consciencieusement tous ces passages qui vont ravir sûrement les lecteurs curieux de connaître les coulisses de l'histoire. Alors effectivement, il est absolument capital d'abord de connaître le rôle des grands intervenants dans la vie politique française, allemande, russe, américaine, etc. Mais de connaître les origines. Alors il y a une chose qui est très intéressante, c'est que j'ai pratiquement lu tous les livres de Gershom Scholem. Et quand je dis lu, crayon à la main. Alors, entre autres, Gershom Scholem, en comptant aussi le rabbin... Elie Ben Amozeg, les travaux de Yuris Lekin, le siècle juif, qui est passionnant. Enfin bref, pas mal d'ouvrages. Et de montrer que, et c'est une chose qui est vraiment fortement ignorée, en tout cas que peu de personnes comprennent, c'est que il y a dans la volonté du judaïsme talmudique d'imprégner les esprits d'une tourne d'esprit pour aller dans une direction. Et vous avez eu au sein de l'histoire du judaïsme des hérésies, entre guillemets, avec déjà la grande réforme lorianique au XVIe siècle avec le rabbin Isaac Luria et son équipe, qui va permettre la naissance d'une branche juive qui s'appelle le sabbatéisme, du nom de Sabbatai Tzvi, qui concerne le monde musulman. C'est-à-dire que plus exactement, vous allez avoir beaucoup, d'abord Sabbatai Tzvi, puis beaucoup de juifs ses fans, si je puis dire, qui vont se convertir faussement à l'islam, qu'on va appeler les Domnei littéralement apostats. Et puis au siècle suivant, au XVIIIe siècle, avec Jacob Frank, qui est la branche, j'allais dire, européenne, avec lui aussi et ses amis, se convertir faussement au catholicisme pour infiltrer les sociétés européennes. Et l'objectif de ces gens-là, c'est d'occuper les postes clés, politiques, religieux, etc., pour ensuite modifier l'évolution du monde. Et cela a touché en particulier la cour de Russie. Pour comprendre la révolution bolchevique, pour comprendre Nicolas II, il faut remonter environ un siècle, et même un peu plus, en arrière, avec l'infiltration, où Jacob Frank avait une fille, Ève, qui va devenir d'abord la maîtresse de l'empereur Joseph II, et ensuite Jacob Frank et sa fille qui vont nouer des liens étroits avec la famille du tsar. Jacob Frank meurt en 1791 et sa fille va continuer à exercer, des prérogatives spirituelles, parce que l'objectif, dans leur mentalité à eux, c'est ce qu'ils appellent la rédemption par le péché, c'est-à-dire plus on fait le mal, plus on aggrave donc la situation pour permettre l'arrivée de leur Messie. Et dans cette histoire, j'ai pu apporter les preuves que cette famille, la famille Frank, avec donc leurs adeptes, ont eu le soutien de financiers comme les Rothschild. Les preuves, je les ai eues, mais aussi le soutien de la famille autrichienne, la famille impériale, mais ensuite la famille impériale russe avec le tsar Alexandre et de son bras droit et ministre des Affaires étrangères, Nesselrode, qui vont rendre visite à la fille Ève Frank. Et j'ai pu apporter les preuves que, par exemple,
la mère de Nesselrode était une demoiselle Gontard, et la famille Gontard, c'est une famille de banquiers à Francfort qui travaillait main dans la main avec les Rothschild, mais aussi les Bethmann. Vous aviez, par exemple, vous aviez Simon Maurice von Bethmann, qui était le représentant du tsar Alexandre Ier à Francfort, qui était donc banquier, mais qui travaillait aussi avec, d'Alberg. Et d'Alberg était le prince primat de la Confédération du Rhin, qui était un ancien illuminé de Bavière. C'est très intéressant de voir tous ces liens politiques et financiers et spirituels, en lien en particulier avec les Jacob Frank et son petit cousin, qui s'appelait Junius Frey, le petit cousin de Jacob Frank. Auparavant, son vrai nom c'était Moses de Broska. Il va devenir ensuite, il va prendre un autre nom, Franz Thomas von Schoenfeld. Et quand il arrive en France, s'appelait Junius Frey, et qui va en particulier créer une secte maçonnique kabbaliste et franquiste, qui est les frères asiatiques. Et vraiment quelque chose de très pur dans la nocivité. Et ces gens-là vont infiltrer les élites européennes. Et par exemple, parmi les adeptes de cette secte qu'on appelait les frères asiatiques, il y avait le banquier personnel du roi de Prusse, qui travaillait avec Simon Maurice von Bethmann, et qui travaillait aussi avec Nesselrode, et qui travaillait aussi avec le tsar. Il y a donc plein de ramifications, et les preuves, je vous dis, je les ai, à ma connaissance, c'est inédit. Parce que c'est un immense puzzle. Vous avez des personnes sérieuses qui, dans le passé, ont apporté des documents, des pièces d'archives sur un sujet. D'autres personnes sur un autre sujet. Et on peut, comme un puzzle, emboîter tout ça et reconstituer le paysage. Et le tsar Alexandre Ier était plongé dans un idéal de mysticisme voulant la synthèse entre le christianisme et le judaïsme. Chose que voulait faire Jacob Frank et sa fille Ève. Et donc il va lancer tout un processus au point d'accueillir au sein de la cour de Russie, qui était elle aussi marquée par ces idées franquistes, avec des personnes comme la baronne von Krudener, comme la famille Sturz, qui était vraiment une famille très implantée au sein de la cour de Russie, implanté un idéal de syncrétisme judéo-chrétien, qui a été en particulier relevé par Alexandre Solzhenitsyn dans son livre Deux siècles ensemble, et ça va pourrir les élites russes, avec un mélange donc de syncrétisme judéo-chrétien, de magie noire, et on va retrouver tout ça jusqu'à Nicolas II. Et il faut savoir que lorsque ce fameux Junius Frey, qui dirigeait donc ses frères asiatiques, il va passer le flambeau à une autre personne, il va le passer à un grand prince de la maçonnerie allemande. Il s'appelait le prince Charles de Hesse-Kassel, qui était un des plus hauts dirigeants de la maçonnerie ésotérique allemande. Donc il prend la suite de Junius Frey, mais il va travailler aussi avec de grands princes de la maçonnerie allemande, comme le duc de Brunswick, et on retrouve en particulier son neveu lors de la bataille de Valmy. Et ce prince de Charles de Hesse-Kassel était l'arrière-grand-père de Nicolas II. Donc il faut voir qu'il y a une sorte de généalogie humaine. Et la chose qui n'est pas facile à faire comprendre aux lecteurs, et à ceux qui nous écoutent là, pourtant c'est un élément clé qu'il faut comprendre, parce que nos ennemis, eux, connaissent la méthode, c'est que j'ai expliqué que, au même titre qu'il y a l'ADN, la transmission d'un patrimoine génétique, il y a ce que j'appelle aussi l'ADN de l'âme. Et dans ces milieux où se mêlent la magie noire, l'ésotérisme, la kabbale, etc., et donc c'était le cas de Junius Frey et de son successeur, Charles de Hesse-Kassel, qui était donc l'arrière-grand-père du tsar Nicolas II, le fait qu'on plonge dans l'ésotérisme, dans la magie noire, ça marque les esprits. Ça trouble l'intelligence chrétienne. Et ce trouble se transmet de génération en génération. Elle a touché Alexandre Ier, mais elle a surtout touché sa descendance, en particulier avec Nicolas II, et sa femme d'ailleurs, qui était aussi une demoiselle de Hesse. La famille de Hesse, en Allemagne, était plongée dans l'ésotérisme. Il n'y avait pas que le prince Charles de Hesse-Kassel, il y avait d'autres, il y avait Frédéric de Hesse aussi. Et cette famille de Hesse, contaminée par l'esprit de l'ésotérisme, de la magie noire, de la kabbale, a transmis un idéal inconscient, d'ailleurs très souvent à sa descendance, en faveur de l'ésotérisme et de mélange qui permet de mieux comprendre
les relations ambiguës entre d'un côté le tsar Nicolas II et sa femme et Raspoutine, qui était un magicien et qui savait, non par des miracles mais par des prodiges, calmer par exemple les problèmes de santé du tsarevitch, l'héritier du trône, qui était hémophile, c'est-à-dire le sang coule et ne s'arrête pas. Et ils auraient dû savoir que c'était pas une forme de miracle, c'est une forme de prodige. Et c'est très dur à faire comprendre à notre époque d'athéisme ou d'indifférence religieuse, c'est que ces esprits marqués par la magie noire, l'ésotérisme, la kabbale, ça contamine les âmes et ça se transmet et on comprend mieux les répercussions politiques plus tard. C'est donc ce que j'ai essayé de faire, avec des preuves, avec des éléments qui montrent bien que ces gens-là favorisent en plus des mariages avec des personnes marquées par cet ésotérisme pour contaminer, d'une certaine manière, empoisonner l'avenir en sachant que ces personnes-là, sous un vernis chrétien, auront une politique déviée, qui auront une politique qui aura l'avantage de favoriser les révolutions. Et c'était le cas, par exemple, de la révolution bolchevique, qui a été un travail de très longue haleine, étalé sur des générations, en gros, de la fin du XVIIIe siècle, avec ensuite Alexandre Ier, et toute l'évolution au cours du XIXe siècle jusqu'à la Révolution. Je survole, mais j'ai vraiment expliqué ça pas à pas, et montré l'influence du syncrétisme judéo-chrétien avec la Kabbale, en lisant entre autres les bouquins de Gershom Scholem, et en particulier son dernier livre, un an avant sa mort, sur Junius Frey, où par exemple le principe de Charles S. Cassel cherche à promouvoir le principe du Gilgoul, c'est-à-dire la métempsychose, qui est un élément clé de la Kabbale. Eh bien, on retrouve des éléments pernicieux dans l'esprit des élites russes de l'époque, et on comprend mieux ensuite les conséquences avec la révolution bolchevique. Voilà, ça a été un travail de très longue haleine, mais qui tient la route. Oui. Alors, je me suis appuyé, entre autres, sur les travaux d'un Français qui est méconnu et qui devrait pourtant être porté au pinacle, qui s'appelait André Cher-Adam, qui est mort en 1947-48, et qui, au début du XXe siècle, a sorti plusieurs livres, dont deux, donc j'ai les originaux. Le premier, l'Autriche et la question d'Orient, sorti en 1901, et le deuxième en 1903, la Macédoine et le chemin de fer de Bagdad. Et il a publié des cartes du chemin de fer de Bagdad, et il explique parfaitement la politique allemande du Deuxième Reich, Guillaume II, de construire une voie ferrée qui partait de Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche des Habsbourg, la Serbie, qui était le talon d'Achille, mais qui, pour des raisons géographiques, cette voie ferrée devait passer par là, puis ensuite l'Allemagne, l'Empire ottoman, jusqu'en Mésopotamie, et ça se terminait au Koweït. Et l'objectif, pour Berlin, c'était de créer un bloc politique, économique et militaire, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, sur direction germanique, donc une superpuissance terrestre, et avec cette voie ferrée, de créer une sorte d'oléoduc sur rail qui aurait permis le contrôle de la production et de l'acheminement du pétrole en Mésopotamie, Kirkouk et Mossoul. Et ce qui se passait avant la guerre de 14, c'est exactement les mêmes problématiques aujourd'hui. Et cela horrifiait les Anglais, parce que si les Allemands avaient contrôlé la production, j'allais dire le robinet de pétrole à cette époque, les Anglais, première puissance maritime, avec la Royal Navy, eh bien, étaient assujettis à l'ordre allemand. Et donc, ce André Cher-Adam a publié plusieurs cartes, en particulier les cartes qui n'ont jamais été publiées depuis cette époque, et donc qui vont être publiées pour la première fois grâce à vous, aux éditions Retour aux sources, les cartes du Bagdad-Ban divisées en 14 tronçons, chacun faisant 200 km, avec l'accord signé entre le sultan et les autorités allemandes. Et j'ai pu montrer que c'est ça qui a été le déclencheur de la Première Guerre mondiale, et que ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, etc., c'est exactement les mêmes difficultés et les mêmes problématiques qu'avant la guerre de 14, simplement avec une technique en plus. Mais je suis allé plus loin, car j'ai pu prouver que ce qui se passait avant la guerre de 14 avec le Bagdad-Ban, avec donc cette rivalité entre d'un côté la puissance terrestre germanique en opposition avec l'Empire britannique, mais aussi avec une autre puissance terrestre
qui était l'Empire russe, avec le transsibérien, qui traversait donc toute la Russie et qui n'arrivait pas à accéder aux mers chaudes, j'ai pu prouver que l'histoire du Bagdad-Bad était liée à la politique du foyer juif en Palestine, avec le sionisme et Theodor Herzl. Et que Theodor Herzl, qui était un juif donc autrichien, a littéralement jonglé entre les Allemands, avec Guillaume II, et les Anglais, avec les Rothschild, pour avoir deux fers au feu. Alors, il a certes rencontré des difficultés, lui et ses acolytes, mais il a littéralement jonglé, et j'ai lu en particulier ses carnets personnels, qui sont une mine de renseignements. On voit tous les combats internes. Et en particulier, j'ai trouvé le document, l'original du document, qui explique pourquoi les États-Unis se sont rangés du côté des Français et des Anglais en 1917, durant la Première Guerre mondiale, du côté anglais-français, contre les Allemands. Alors, officiellement, à l'origine, il y avait déjà eu en 1915 le paquebot anglais, le Lusitania, qui avait découlé par les Allemands. Il y avait 200 Américains qui avaient été tués. Donc, tout ça, ça avait été des éléments qui avaient préparé la bascule du côté donc des États-Unis, du côté des Anglais et des Français. Alors, tout ça au nom de la liberté des peuples, pour la démocratie, contre les méchants pour désigner les boches, entre guillemets. Mais j'ai trouvé le document, la preuve, irréfutable, le passage fait une page et demie, que en fait, ce sont les propos du Premier ministre anglais Lloyd George, Premier ministre anglais de 1916 à 1922, qui est interrogé par une commission, la commission royale britannique, la commission Peel, en juillet 1937, sous serment, explique pourquoi les Français et les Anglais ont eu le soutien des Américains, où il dit que les sionistes disent aux Français et aux Anglais: si vous nous promettez de favoriser la création d'un foyer juif en Palestine, vous avez la certitude que les États-Unis se rangeront de votre côté. Et il termine avec cette phrase très courte: et ils ont tenu parole. Et chose passionnante dans ce rapport officiel de plus de 400 pages, le rapport continue en disant, la chose que je viens de vous dire, je la savais, j'avais eu des indices, mais je n'avais pas la preuve, jusqu'au jour où je suis tombé sur ce rapport officiel. Mais la suite que j'ignorais, et qui m'a fait bondir, et que j'ai présenté donc dans ce livre, c'est que les sionistes français et les sionistes anglais vont avoir l'appui des sionistes américains, moyennant donc la création d'un foyer de juifs en Palestine, mais que ces trois milieux sionistes, français, anglais, américains, étaient en guerre contre les sionistes allemands, qui eux soutenaient la création d'un foyer juif en Palestine, mais sous la direction de Berlin et de Guillaume II, en liaison avec l'Empire ottoman. Et donc ça a été une guerre à mort, une course de vitesse, comme l'explique ce rapport officiel, pour essayer de favoriser la création de ce foyer juif en Palestine. Et le rapport dit que dans cette histoire, les Anglais, les Français et les Américains vont gagner lorsque le général Allenby occupe Jérusalem. Et là, les Allemands et les Turcs, qui étaient sur le point d'accorder un foyer juif en Palestine, mais sous l'égide du sionisme allemand, eh bien, perdent la partie, puisque Allenby arrive à conquérir Jérusalem. Et donc là, c'est terminé. Ils en perdent. Donc c'est très intéressant de lire ce rapport, de cette rivalité entre juifs. Et en particulier, c'est ça qui m'a marqué, en lisant donc quasiment tous les livres de Gershom Scholem, entre autres, il n'y a pas que ces livres-là, mais en particulier. Et Gershom Scholem, je rappelle, c'est un juif allemand qui était un immense spécialiste, en 1982, un immense spécialiste du Talmud, de la Kabbale, qui montre bien, en 2000 ans d'histoire, les guerres entre juifs. Et je vais vous citer un exemple, je vais prendre les deux chaînes. Les deux bouts de la chaîne, alors la chaîne d'aujourd'hui, le sionisme, Theodor Herzl, et jusqu'à la création de l'État d'Israël, et puis dans la situation actuelle. Et l'autre bout de la chaîne, aux alentours des années 130. Tout juste avant, vous avez eu, en 70, la destruction du temple avec les troupes romaines de Titus.
Et vous avez eu, donc à ce moment-là, une refonte du judaïsme avec le Talmud, la Mishnah, la Gemara et tout ça, les travaux de refonte du judaïsme qui ne correspond pas du tout au judaïsme d'avant le Christ, hein, c'est complètement différent. Ce nouveau judaïsme qui se met en place, et d'ailleurs dans mon livre j'appelle ça la nouvelle synagogue, pour faire la distinction avec la synagogue d'avant le Christ, vous avez à partir de 132 une révolte juive sous direction de Shimon Bar Kokhba, qui se présente comme le nouveau Messie, qui veut reconstruire le temple, redonner l'indépendance au peuple juif et foutre à la porte tous les Romains. Et il a le soutien en particulier du rabbin Akiba, qui est le premier à refondre et à créer le nouveau judaïsme. Il y en aura d'autres, il y aura entre autres le rabbin Anassi, mais le rabbin Akiba, donc des années 120, 125, 130, c'est lui qui commence à reformater le judaïsme. Et il a pour son soutien à Shimon Bar Kokhba, qui donc se présente comme le Messie, reconstruction du temple, foutre à la porte les Romains, et d'ailleurs il détruit toute une légion romaine, ce qui va obliger l'empereur romain de l'époque, l'empereur Hadrien, d'envoyer entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour mater et détruire cette révolte, qui est d'une violence extrême, puisque Bar Kokhba va se réfugier, lui et ses hommes, dans la forteresse du Bétar, qui a continué à perdurer sous d'autres formes au XXe siècle. Et donc Bar Kokhba va être tué, lui et ses hommes. Et je rappelle que l'État d'Israël, donc depuis 1948, a édité des timbres à l'effigie de Bar Kokhba. Donc Bar Kokhba, c'est le premier juif à se présenter comme le Messie, à vouloir reconstruire le temple et à vouloir assurer un État indépendant juif. C'est, entre guillemets, le premier sioniste de l'époque. Et à partir de cet échec, vous allez avoir au sein du courant juif deux courants qui s'opposent, entre un courant qui dit que le Messie ne peut arriver que par lui-même, nous les hommes, nous les juifs, on n'a rien à faire, et un deuxième courant, c'était le courant de Bar Kokhba, qui dit que nous, les hommes, on peut forcer le trait et forcer la dot pour obliger ce Messie à venir. Et donc, au cours des 2000 ans d'histoire, vous avez des batailles internes entre clans juifs, entre ceux qui soutiennent le processus qui consiste à dire les juifs, nous, on n'a rien à faire, le Messie arrive tout seul, et l'autre courant qui dit on met la pression. Et vous avez donc, au cours de ces 2000 ans d'histoire, des hauts, des bas, où un clan prend le dessus sur l'autre, et inversement. Et le sionisme n'est que la énième tentative, le énième chapitre, le énième épisode de ce qu'a fait Bar Kokhba en se présentant sous une façade de laïc. Et c'est si vrai, cette fameuse rivalité entre juifs. Lorsqu'on parle du premier congrès sioniste Theodor Herzl en Suisse à Bâle, il faut savoir que ce congrès n'aurait pas dû se produire à Bâle, mais initialement il était prévu en Allemagne, à Munich. Le premier congrès sioniste aurait dû avoir lieu à Munich. Et la chose ne s'est pas faite. Pourquoi ? Parce que les rabbins de Munich, horrifiés par les prétentions de Theodor Herzl de vouloir créer un État d'Israël, ont fait bloc pour empêcher que la chose se fasse, parce qu'ils disaient, ces rabbins de Munich, pour créer l'État d'Israël, il faut que ça soit le Messie. Et non pas nous les hommes qui forçons... bon. Et donc on a encore... entre Bar Kokhba et Theodor Herzl, toujours ces rivalités internes entre clans juifs, ceux qui veulent créer l'État juif par eux-mêmes, d'autres qui veulent que ça soit le Messie. Donc c'est une permanence, siècle après siècle, avec des rivalités internes, et ensuite, évidemment, au cours des siècles, il faut bien comprendre que ces juifs ont essayé de gravir certaines couches de la société pour orienter des pays vers cette politique. C'était le cas des Demnais pour l'Empire ottoman, le cas l'arrivée des Juifs avec Menasseh ben Israël au temps de Cromwell au XIXe siècle, c'est-à-dire d'utiliser des outils de pays goy en faveur d'une politique supérieure pour permettre la création de l'État d'Israël. Et là, finalement, la création de l'État d'Israël va se faire d'abord par étapes avec la création en 1917, enfin le lancement de la déclaration Balfour, chose qui en fait s'appelle déclaration Milner, puisque c'est Carol Quigley, l'universitaire, qui a approuvé.
Mais Lord Balfour lui-même, n'étant qu'un prête-nom, mais qui était malgré tout à pied la cause, je rappelle aussi que Lord Balfour était un eugéniste patenté, puisque le premier congrès eugéniste à Londres en 1912 était présidé par Lord Balfour. Donc on voit, il y a toujours cette corrélation, amélioration des capacités de l'homme, eugénisme et matérialisme outrancier, le lien avec, tout ça en lien avec le Talmud, la Kabbale et une élite. Il y a la fameuse formule « nul n'est prophète en son pays », mais vous savez, c'est ça qui m'a toujours étonné. La nature humaine, on apporte des faits référencés. Lorsqu'on dit qu'il y a une volonté de créer un marché transatlantique et que les documents se trouvent sur le site de la Commission européenne, on peut difficilement... Alors je dois préciser que pour les trouver, les documents sur le site de la Commission européenne, c'est pas évident. Il y a plusieurs étapes. Il faut jongler, il faut rebondir sur il faut cliquer pas mal de fois pour y arriver. Mais ça m'a toujours sidéré, ce blocage. En particulier, j'avais cité l'ouvrage extraordinaire de la Fondation Bertelsmann, sorti en 2004, qui était le résultat des travaux allemand, américain, anglais, un peu français, mais surtout allemand, américain, anglais. D'ailleurs, élément révélateur, la couverture de ce livre en faveur du marché transatlantique, c'était 3 drapeaux. Drapeau européen, drapeau allemand et drapeau américain. L'air de dire, bon, on reconnaît, il n'y avait pas de finlandais, drapeau maltais, non, bon. Mais c'est ça qui est terrible. Là, on touche toujours à la nature humaine, les gens ne sont pas curieux tant que la chose n'a pas été officialisée. Et quand la chose a été officialisée en février 2013 par un discours d'Obama au Congrès, bon, bah là, c'était plus un complot. Et il a fallu attendre mai ou juin 2013 pour que le Front National condamne ce marché transatlantique que j'avais annoncé des années avant. Et le seul à l'avoir annoncé avant l'heure... La plupart de nos concitoyens n'en savent rien. Ça s'appelle le grand marché transatlantique. Vous, moi, nous sommes entraînés à la date de 2015 dans une aventure où nous ne formerons plus qu'un ensemble économique et social avec les États-Unis d'Amérique et personne n'en parle une seconde ou que ce soit. Ce qu'on peut constater, c'est que Jean-Luc Mélenchon a le premier annoncé lors d'une émission sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin l'existence de ce marché transatlantique en fin 2009. Bon. Il est vrai aussi, j'avais envoyé mon livre quelques mois auparavant dans son casier au Sénat. C'est une petite discussion que j'avais eue avec lui. Peut-être que ça allait aider, mais je dois reconnaître qu'il a eu, lui, l'honnêteté de reconnaître un fait officiel et de le balancer. Vous savez, j'en profite pour dire, le bouquin que j'ai fait pour Atlas du mondialisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une volonté de faire une photo d'un monde comme si j'avais eu la possibilité de faire les photos de Pompéi quelques semaines, quelques mois avant l'éruption du Vésuve. C'est qu'en fait, j'ai voulu faire la photo la plus fine, la plus détaillée possible, que ce soit en carte et en texte, de l'évolution du mondialisme sur 2000 ans, avec des moments de ralentissement, d'accélération, et à chaque fois de prouver. Alors je le dis d'avance, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, les personnes curieuses achèteront le livre, j'ai pu prouver que le nazisme est une conséquence directe du franquisme lancé par Jacob Frank, et que finalement Hitler n'est qu'un golem franquiste. Je rappelle que le golem est, comment dire, une création à partir de terre et d'argile, d'une forme humaine. Ça a été lancé par le rabbin Leuve au XVIe siècle. Vous avez la statue du golem de Prague. Et le golem doit normalement être sous la direction de son créateur. Et quelquefois, ce golem échappe à son créateur. Et ce golem, d'ailleurs, il a même servi de modèle à d'autres éléments, puisqu'il infiltre tous les domaines. Qui sait que, par exemple, donc, Star Wars, le fameux Dark Vador, en fait, c'est le golem de Prague. Pour les personnes qui auraient des doutes, qui tapent sur Google
statue Golem de Prague, Dark Vador Image, ils verront que c'est quasiment au centimètre près, les mêmes tenues noires, même casque à pointe, non pas à pointe, mais le casque allemand. Donc c'est vraiment, on sent qu'il y a une influence. Et le nazisme est un golem, puisque le Jacob Frank, sa haine des juifs orthodoxes, rabbiniques, respectueux du Talmud, sa volonté d'exterminer les juifs respectueux du Talmud, on retrouve cette même idée de rage noire et satanique dans le nazisme. Cet élément révélateur où Jacob Frank avait le culte du chef, chose qu'on retrouve dans le nazisme avec der Führerprinzip, c'est la même chose. Et d'une certaine manière, la création de l'État d'Israël en 1948 est une récompense maudite de l'extermination de juifs rabbiniques comme une offrande au sens biblique du terme, un holocauste, et en échange, cette rédemption par le péché permet de passer une étape supérieure. Je rappelle que Ben Gourion, qui a joué un grand rôle dans la création de l'État d'Israël, lors d'une réunion à New York en 1942, disait, et c'est dans le livre, et le passage est référencé, que la création de l'État d'Israël, que la création de l'État d'Israël est une chose indispensable, et que le nouvel ordre mondial ne peut progresser que par la création de l'État d'Israël. Voilà, donc on voit, tout ça c'est lié, politique, histoire, religion, spiritualité, influence du Talmud, de la Kabbale, de la Gnose, avec Sabbat Esfi, Jacob Frank et en arrière-fond la réforme lorianique du XVIe siècle. Donc je préviens d'avance, si vous n'êtes pas curieux, lisez autre chose. Mais si vous voulez vraiment connaître les coulisses de l'histoire, vous achetez ce livre. Mon objectif, c'est de faire un livre qui puisse rendre service aux générations futures.